gloire, renommée, richesse et reconnaissance. Pour ceux dont le rêve est d'être reconnus de leur vivant, la physique fondamentale n'est pas le meilleur choix de carrière. Il y a plus de 2000 ans, le philosophe grec Démocrite a émis l'hypothèse que la matière, au lieu de provenir de combinaisons de terre, d'air, de feu et d'eau, était constituée de minuscules éléments indivisibles appelés atomes. Ces atomes seraient petits, fondamentaux et indestructibles. Et il a supposé que de tels atomes seraient les ingrédients de base de tous les objets et de toute la matière que nous voyons autour de nous. Cela a été appelé l'hypothèse atomique. Avec le temps, cela s'est avéré vrai, mais seulement 60 générations après la mort de Démocrite, à la fin de sa longue et pleine vie, et que ses propres atomes ont été déposés dans le sol méditerranéen chauffé par le soleil. Plus récemment, en 1783, le scientifique et clerc anglais John Michell réfléchissait aux implications des lois de Newton sur les forces et des théories de Newton sur la gravité, lorsqu'elles étaient appliquées à la théorie corpusculaire de la lumière. Michell a conçu des corps qui pourraient être suffisamment denses et suffisamment massifs pour que la vitesse d'évasion de leur surface soit même supérieure à la vitesse de la lumière. Dans ce cas, Michell a théorisé que même la lumière ne pourrait pas s'échapper, et ces objets seraient très massifs mais totalement sombres. Il les a appelés étoiles sombres. L'idée de Michell était astucieuse, correcte et révolutionnaire, et tellement en avance sur son temps qu'elle serait complètement oubliée pendant 2 siècles. Ce n'est que dans les années 1970, à une époque où les premiers trous noirs astrophysiques étaient découverts, que son travail a été redécouvert. Les atomes comme blocs de construction de la matière et les trous noirs comme objets astrophysiques compacts, 2 idées conçues des siècles avant qu'elles ne soient largement reconnues comme vraies. À cela, nous pouvons peut-être ajouter une idée encore plus révolutionnaire, une idée suggérée pour la première fois par Theodore Kaluza au début des années 1920, une idée à laquelle Einstein lui-même a réfléchi, mais qui est encore débattue aujourd'hui. C'est l'idée qu'il existe des dimensions supplémentaires, encore non découvertes, dans l'espace. Des directions supplémentaires, cachées, au-delà du haut et du bas, du travers, du X, du Y et du Z. Des directions que nous n'avons jamais encore pu percevoir. Mais qu'est-ce que cela signifierait? Où existeraient de telles dimensions? Et à quoi ressembleraient-elles? Et comment pourrions-nous jamais les détecter? Cette vidéo a été généreusement sponsorisée par Babel. Einstein parlait allemand, Curie parlait français, Dirac était anglais. La physique révolutionnaire est un effort international, et c'était seulement en 1927. Aujourd'hui, notre monde est plus multilingue et global que jamais, donc être multilingue est extrêmement utile. C'est un moyen simple et amusant d'apprendre les bases, et plus encore. Babel vous guide dès le début avec des outils de conversation, se concentrant sur vous aider à communiquer, pas à résoudre des casse-têtes grammaticaux, ces leçons ayant été conçues par de vrais enseignants avec une expérience de la vie réelle, pas par des algorithmes ou de l'IA. Il propose même une section de podcasts. J'ai personnellement trouvé les podcasts un moyen incroyable d'améliorer mon espagnol. Et Babel propose de nombreuses façons amusantes de vous aider à absorber la langue de manière naturelle et native. Cliquez sur le lien pour obtenir jusqu'à 65% de réduction sur votre abonnement et commencez à apprendre l'une des 14 langues disponibles. Merci à Babel de soutenir le contenu éducatif sur YouTube. La 5e dimension. Cette histoire commence en 1916, au milieu de la plus grande et la plus sanglante guerre que le monde ait jamais vue. Alors que le broyeur de chair de la Somme dévorait la jeunesse de l'Europe, les pensées d'Albert Einstein se tournèrent vers des questions plus élevées et plus éternelles. Depuis 10 ans, Einstein tentait d'étendre sa théorie de la relativité restreinte, développée en 1905, pour inclure la gravité. Après de nombreux faux départs, il a finalement réussi et a formulé sa théorie générale de la relativité. Cela a transformé la gravité, la force que nous connaissons tous depuis que nous sommes bébés, en géométrie, la géométrie courbée des 4 dimensions de l'espace-temps. C'était une belle théorie, mais difficile à comprendre. Les mathématiques étaient inconnues, la physique semblait obscure et les conséquences expérimentales possibles semblaient rares et lointaines. Un des physiciens aux prises avec cette nouvelle et remarquable théorie d'Einstein était Theodore Kaluza. Kaluza était né dans une société disparue, la Silésie, qui faisait partie de la Prusse sous l'Empire allemand. Il a grandi dans la ville universitaire de Königsberg, où son père était universitaire,
et il s'est profondément imprégné des valeurs intellectuelles et des traditions de l'Europe germanophone et de ces grandes universités. Les lieux et la société dans lesquels il a grandi ont maintenant totalement disparu ou changé. La Silésie fait depuis longtemps partie de la Pologne, tandis que Königsberg est devenu Kaliningrad, le port d'attache de la flotte de la Baltique de la marine russe. Cette idée, cependant, demeure. En réfléchissant aux équations d'Einstein, Kaluza s'est posé une question frappante. Selon Einstein, la géométrie était dynamique et centrale pour la physique de la gravité. Alors, que se passerait-il si les équations d'Einstein étaient réécrites pour 5 dimensions de l'espace-temps, 4 dimensions spatiales et une dimension temporelle, au lieu des 3 dimensions spatiales et d'une dimension temporelle conventionnelle? À première vue, cette idée semble absurde, ou du moins un sujet approprié uniquement pour un mathématicien sans intérêt pour le monde réel. Dans le monde dans lequel nous vivons, il y a 3 directions, ou dimensions, de l'espace, pas 2 et pas 4, mais 3. Donc, bien que cela puisse être un exercice académique intéressant de penser aux équations d'Einstein en 4 dimensions spatiales, cela, sûrement, ne peut pas avoir de pertinence pour le monde physique réel dans lequel nous vivons. Sûrement pas, en effet. À moins que, a soutenu Kaluza, la dimension supplémentaire ne soit si petite qu'elle soit inobservable. Dans ce cas, la géométrie spatiale consisterait en 3 grandes dimensions spatiales et une petite. Et donc, Kaluza a écrit les équations d'Einstein de la relativité générale pour un tel espace et les a résolues. Le résultat était frappant. Les équations se sont séparées, se sont réécrites différemment, et puis elles se sont rassemblées avec une structure totalement différente, une structure qui peut être lue comme un ensemble d'équations purement tridimensionnelles, décrivant la relativité générale d'Einstein en 3 dimensions, plus la dynamique, et les interactions d'une force supplémentaire qui se comportait d'une manière très similaire à la force électromagnétique que nous connaissons, plus encore des particules supplémentaires. Kaluza avait découvert quelque chose d'étonnant, la gravité en 4 dimensions spatiales, dans une limite d'une dimension supplémentaire invisible et minuscule, était équivalente à la gravité en 3 dimensions spatiales, plus une force électromagnétique. Il a publié son résultat dans les comptes rendus de l'Académie prussienne des sciences, avec un article parrainé par Albert Einstein lui-même. Ce résultat était étonnant, c'était profond, c'était frappant et presque personne ne s'en souciait, ni à l'époque, ni pendant des décennies après. Au lieu de cela, c'était une époque de destruction. Dans le monde déprimant de la politique, la riche culture et la science de l'Allemagne du XIXe siècle, qui avait accueilli et nourri de nombreux brillants savants juifs, d'Einstein jusqu'en bas, étaient lentement détruites et pervertie par l'ascension de l'idéologie cancéreuse du national-socialisme et de doctrines de pureté raciale et de suprématie aryenne. Dans le monde plus exalté et éternel de la physique, la destruction créative et fructueuse était également à l'ordre du jour. Pendant les années 1920 et 1930, le nouveau monde radicalement mystérieux de la mécanique quantique était en train d'être découvert, les fondations précédentes du sujet étaient en train de se dissoudre. Et dans toute l'histoire de la physique, il n'y a jamais eu de meilleur moment pour être jeune, avec du temps libre, le monde à ses pieds et des atomes dans la tête. La relativité générale, entre-temps, pouvait être profonde et importante. Elle n'était cependant pas aussi excitante. Même en 3 dimensions spatiales, la relativité générale dans les années 1920, 1930 ou 1940 avait un contact limité avec l'observation. Ajouter une 5e dimension supplémentaire, non observé et hypothétique, au mélange. Et pourquoi quelqu'un passerait-il son temps là-dessus, plutôt que sur le monde magique et révolutionnaire de la mécanique quantique qui s'ouvrait alors? Et ainsi, d'abord pendant des années, puis des décennies, et ensuite pendant la plus grande partie d'un siècle, la possibilité de dimensions supplémentaires a été reléguée aux marges de la science. Une théorie des cordes. Nichée parmi les montagnes rocheuses du Colorado se trouve la ville de Montagne d'Aspen, une résidence chère et exclusive, ou une résidence secondaire, pour ceux qui sont assez riches pour s'offrir une résidence dans les beaux environs. Mais à côté des maisons socialement élevées, se trouve un centre pour la physique, où les physiciens se réunissent pour discuter de projets en cours et d'idées profondes sur divers sujets d'actualité. En 1984, une conférence y était organisée. 2 des physiciens présents, Michael Green, du Queen Mary and Westfield College, qui fait partie de l'Université de Londres, et John Schwartz du California Institute of Technology étaient parmi les rares à maintenir la flamme pour les dimensions supplémentaires. Alors que le tonnerre grondait à l'extérieur,
Green et Schwartz ont travaillé et présenté leur solution à un problème largement considéré comme rendant les dimensions supplémentaires physiquement impossibles. Et à mesure que la solution Green-Schwartz devenait largement connue, les dimensions supplémentaires sont rapidement devenues l'un des sujets les plus chauds de la physique théorique. Que s'était-il passé? Pendant de nombreuses décennies, les physiciens avaient ignoré l'idée des dimensions supplémentaires en faveur d'autres idées plus excitantes. Cependant, à partir des années 1970, une idée obscure et excentrique semblait nécessiter, pour sa cohérence, l'existence de dimensions supplémentaires. Cette idée était la théorie des cordes. La théorie des cordes a une réputation justifiée d'être un sujet difficile et complexe. Ses origins, cependant, viennent d'un seul problème. Prenez les équations qui décrivent un objet unidimensionnel sous tension. Pensez à une corde de violon ou à un fouet qui claque. Promouvez ces équations à une limite relativiste, où les extrémités se déplacent à la vitesse de la lumière. Enfin, prenez la version quantique de ces équations et étudiez-les. Prenez des cordes, rendez-les relativistes, rendez-les quantiques. Et vous avez le sujet connu sous le nom de théorie des cordes. Lorsque les idées de la théorie des cordes ont été développées pour la première fois par le physicien italien Gabriele Veneziano, lors de l'été révolutionnaire de 1968, sur fond de protestation, un été rempli d'étudiants qui manifestaient et s'ébattant, les idées de la théorie des cordes étaient considérées comme une explication possible du comportement de la force forte qui lie les noyaux des atomes ensemble. Malgré 5 années de travail intense de 1968 à 1973, cette idée n'a pas réussi. Il y avait 2 problèmes majeurs. Les particules que la théorie prédisait ne correspondaient pas à celles trouvées dans les expériences sur les interactions fortes. Et plus abstraitement, la théorie se brisait simplement. Les probabilités ne s'additionnèrent pas à 1 si l'espace n'avait pas 6 dimensions spatiales supplémentaires au-delà des 3 que nous connaissons déjà. Cela signifiait que la théorie des cordes, au début des années 1970, semblait destinée à la poubelle des idées ratées. Mais pour un petit nombre de physiciens, dont Green et Schwartz, quelque chose les tourmentait. De nombreux aspects de la théorie fonctionnaient étonnamment bien. Il y avait des annulations étranges et inattendues qui semblaient trop belles pour être simplement des coïncidences. Pourquoi cela se produisait-il? Peut-être que la théorie des cordes était en réalité autre chose. Peut-être que l'utilisation de la théorie des cordes pour décrire la force forte était une tentative désespérée de forcer un piquet carré dans un trou rond. Peut-être, juste peut-être, eux et d'autres murmuraient à voix basse. La théorie des cordes était en fait la théorie quantique de la gravitation. La théorie tant attendue qui sous-tend tout. Les cordes de la théorie des cordes étaient-elles les composants fondamentaux de l'univers? La réponse fut l'indifférence. Pourquoi s'en soucier? La gravité quantique était obscure. La théorie des cordes était obscure. Mettez les 2 ensemble, et le nombre de personnes travaillant sur le sujet se comptait littéralement sur les doigts d'une main, car c'était le grand âge du modèle standard, et de nouvelles particules étaient découvertes presque chaque année. La théorie des cordes dans la physique des années 1970 était à peu près aussi à la mode que les perruques poudrées et les chapeaux hauts de forme. Elle semblait également faire face à des problèmes insurmontables. Toutes les versions de la théorie des cordes qui tentèrent d'inclure le type de particules qui composent le modèle standard semblaient intrinsèquement incohérentes. Les probabilités dans les calculs de mécanique quantique, à nouveau, ne s'additionnèrent pas à 1. Ce qui s'est passé dans la semaine pluvieuse en 1984, c'est que Green et Schwartz ont trouvé un moyen de résoudre ce problème. Le problème était l'un de ceux que l'on appelle des anomalies. Pour une multitude de calculs dans la théorie quantique, les probabilités ne s'additionnaient pas à 1. Chaque fois que cela se produisait, la théorie était marquée comme incohérente. Green et Schwartz ont découvert un nouveau terme, jusqu'alors manqué dans les calculs, et avec cela inclus, tous ces problèmes précédents ont disparu, et la théorie quantique était soudainement cohérente à nouveau. Leur résultat a été et est appelé l'annulation d'anomalies de Green-Schwartz. À mesure que la nouvelle de leurs résultats se répandait, la théorie des cordes, une théorie qui nécessitait non pas 1, non pas 2, mais 6 dimensions supplémentaires à l'espace, est devenue l'un des sujets les plus populaires de la physique théorique. C'était un moment décisif, et la tempête tonitruante à l'extérieur en raisonnait l'importance. La physique des dimensions supplémentaires, un sujet qui avait auparavant effleuré son existence aux marges de la respectabilité, était maintenant le sujet d'une ruée intellectuelle, alors que les physiciens affluaient pour essayer de relier la physique de la théorie des cordes et ses 6 dimensions supplémentaires à la physique plus familière des 4 dimensions et du modèle standard.
Il avait été proposé que les particules et les forces de notre monde soient nées des différentes manières dont ces cordes fondamentales pouvaient vibrer, et elles avaient besoin de 10 dimensions pour vibrer, afin de correspondre à notre réalité. La quête de la gravité quantique, une théorie de tout qui avait hanté Einstein sur son lit de mort, était de nouveau au centre de l'attention. Visualiser l'invisible, les variétés de Calabi-Yau. J'étais un jour à San Diego avec ma femme, en 1984, en train de regarder le magnifique océan. Le téléphone a sonné et c'était mes amis Andrew Strominger et Gary Horowitz. Ils étaient excités parce que les théoriciens des cordes construisaient des modèles de l'univers et avaient besoin de savoir si les variétés de Calabi-Yau existaient vraiment. J'étais heureux de confirmer qu'elles existaient. Les bandes de Möbius, les bouteilles de Klein, les surfaces romanes. Elles sont complexes, époustouflantes, difficiles à comprendre, mais ce sont quand même des géométries. Et il en va de même pour les 6 dimensions supplémentaires de la théorie des cordes, qui sont presque impossibles à visualiser. La géométrie en tant que sujet remonte à plus de 2000 ans. Le théorème de Pythagore, le manuel d'Euclide, les cercles, les lignes parallèles, les plans infinis, c'est l'un des plus anciens sujets en mathématiques. Et donc, nous pouvons nous demander, quelle forme possible pourraient prendre ces minuscules 6 dimensions supplémentaires? Seraient-ce des formes construites à partir d'ingrédients plus simples et plus familiers, comme des lignes droites, des cercles et des ellipses? Ou bien seraient-elles plutôt des objets radicalement inconnus, avec des topologies étranges et inhabituelles? L'un des exemples les plus intéressants et les plus étudiés de formes géométriques possibles pour les 6 dimensions supplémentaires sont ceux que l'on appelle les variétés de Calabi-Yau, du nom du mathématicien italo-américain Eugenio Calabi et du géomètre chinois Xingtung Yau. Ces espèces avaient déjà attiré l'intérêt des mathématiciens en raison de leur belle géométrie complexe, ici, au sens de nombres complexes comme i, la somme d'un nombre réel et d'un nombre imaginaire. Elles ne sont pas faciles à visualiser et sont topologiquement complexes. Une variété typique de Calabi-Yau possède des centaines et des centaines d'équivalents en dimension supérieure de trous. Mathématiquement, elles sont un miracle. Mais pourquoi ces variétés ont-elles été autant étudiées en physique? Pourquoi les premiers théoriciens des cordes ont-ils choisi ces géométries bizarres pour plier les 6 dimensions supplémentaires? Une raison est que la géométrie de ces espaces satisfait automatiquement aux équations de la théorie de la gravité d'Einstein, la relativité générale. Les équations de la relativité générale sont des restrictions sur les formes autorisées pour la courbure de l'espace-temps. Ces équations sont l'une des idées les plus profondes et les plus puissantes de toute la physique. Et donc, elles sont censées être vraies, non seulement dans le monde en 4 dimensions que nous habitons, mais aussi dans tous les cadres plus profonds qui étendraient nos lois connues. Et cela inclut des idées comme la théorie des cordes. Et ces géométries de Calabi-Yau correspondent parfaitement. Mais ce n'est pas tout. Les équations d'Einstein sont classiques. Elles n'incluent aucune physique quantique. Souvent, il existe des solutions aux équations classiques qui sont détruites dès que les effets quantiques sont activés. Les effets quantiques conduisent à des quantités d'énergie supplémentaires, incontrôlées, presque infinies, qui agissent comme une boule de démolition sur la simple solution classique qui a été commencée. Pour éviter cette boule de démolition, les solutions classiques et les théories de la gravité quantique ont besoin de quelque chose de plus, une forme de protection supplémentaire, une symétrie supplémentaire, qui agira comme un bouclier contre ces effets quantiques. Les géométries de Calabi-Yau ont cette protection supplémentaire qui découle de leurs équations. Cela s'appelle la supersymétrie, une forme de symétrie supplémentaire qui est particulièrement bonne pour apprivoiser les effets les plus dangereux de la physique quantique. En bref, la supersymétrie assure grossièrement que les effets quantiques se divisent en 2 parties, toutes 2 catastrophiques, toutes 2 presque infinies, mais avec des signes opposés, de sorte qu'ils s'annulent précisément et totalement. Cependant, la supersymétrie n'est encore qu'une symétrie conjecturée, et il se peut qu'elle ne fasse pas partie de la vraie théorie du monde. Lorsque les physiciens ont commencé à s'intéresser au Calabi-Yau au milieu des années 1980, seul un petit nombre d'exemples étaient connus. On rêvait que ce petit nombre puisse alors se transformer en un chemin semi-unique, menant des 10 dimensions de la théorie des cordes directement au modèle standard. Les scientifiques ont osé rêver. Est-ce que cela allait devenir l'un des plus grands moments de toute la physique? Pas tout à fait. Le nombre de ces espaces de Calabi-Yau n'a cessé de croître. Leur nom sonne délicieusement exotique. L'hypersurface quintique dans CP4 ou le quintique miroir.
Maintenant, des milliards et des milliards de telles géométries sont connues, et au lieu d'être énumérées manuellement par un seul mathématicien griffonnant sur des feuilles de papier, le silicium impersonnel les crache à la microseconde. Et ainsi, nous restons avec une théorie incroyablement complexe et élégante, mais aussi un problème. Le monde dans lequel nous vivons n'est pas, à première vue, à 10 dimensions. Si ces dimensions supplémentaires existaient, les physiciens pensent qu'elles seraient partout dans l'espace à 4 dimensions, mais extrêmement petites, certaines estimations les plaçant à plus d'un quadrillion de fois plus petites qu'un atome. Comment pourrions-nous jamais savoir ou prouver quelle forme prennent ces dimensions supplémentaires si elles sont trop petites pour être observées? Et en effet, plus fondamentalement, que signifie-t-il même de parler de dimensions supplémentaires que nous ne pouvons pas voir? Où sont les dimensions cachées? Que signifie voir quelque chose? Il existe une anecdote sur le célèbre et charismatique physicien Richard Feynman, bien que, comme toutes les bonnes anecdotes, elle ne soit peut-être pas entièrement vraie. Feynman raconte l'histoire, menait un examen oral pour un doctorat, l'examen verbal pour un étudiant qui venait de soumettre une thèse en physique théorique. La thèse de l'étudiant portait sur la gravité quantique, et il avait entrepris de nombreux calculs mathématiques longs et complexes. Cependant, Feynman craignait que dans ce processus, l'étudiant ne se soit perdu dans les mathématiques et qu'il ait oublié sa physique. Feynman a commencé à poser des questions sur les échelles physiques, les tailles physiques, les propriétés physiques. « Qu'est-ce que la longueur d'onde de la lumière visible ?» a demandé Feynman. « Je ne sais pas », a répondu l'étudiant. « Peut-être 1 mètre ?» Feynman se leva de son fauteuil d'examinateur et se dirigea vers l'étudiant. « Ai-je, dit-il avec son accent new-yorkais, l'air flou pour vous ? La raison pour laquelle nous pouvons nous voir et reconnaître la fine structure des visages de chacun est que la longueur d'onde de la lumière visible est un peu plus petite qu'un micromètre, ou 1/1000e de mètre. Tout objet beaucoup plus grand qu'un micromètre ne se brouille pas lorsqu'il est observé à la lumière visible, et donc la lumière visible nous permet de résoudre des objets jusqu'à ces longueur. Cependant, les objets plus petits ne peuvent pas être vus avec la lumière visible. Les atomes existent. Ils font partie, comme l'a dit Démocrite, du monde naturel. Cependant, étant 1000 fois plus petits que la lumière visible, il est simplement impossible de les voir avec la lumière visible. Elle n'a tout simplement pas la structure nécessaire pour les résoudre. Les rayons X sont une autre histoire. Mais pendant la majeure partie de notre existence, les humains n'avaient pas accès à des sources contrôlées de rayons X. Même si nous ne pouvons pas voir les atomes individuels, nous pouvons toujours ressentir leurs effets. Chaque fois que nous touchons quelque chose avec nos mains ou que nous nous asseyons sur une chaise, nous ressentons les effets des atomes. Le fait que, lorsque nous nous asseyons, nous ne continuons pas à traverser le siège de la chaise est dû à l'effet cumulatif de milliards et de milliards d'atomes et des interactions électriques entre eux. Lorsque nous nous asseyons, toute la Terre nous tire vers le bas en utilisant la force de gravité. Ce qui résiste à cette traction est une répulsion électrique qui se produit lorsque la matière nous tente de passer à travers la matière qui est la chaise, et cette répulsion provient des atomes qui composent les deux, même si nous ne pouvons pas discerner directement les atomes individuels. Pour les atomes, nous pouvons donc ressentir leurs effets, même si nous ne pouvons pas les résoudre directement. Quel serait l'analogue pour les dimensions supplémentaires? S'il existe une géométrie secrète de l'espace aux plus petites distances, quels effets cela pourrait-il avoir à des distances plus grandes sur ceux qui ne peuvent pas résoudre les dimensions supplémentaires? Pour comprendre cela, il est utile de considérer ce qu'est une dimension. Nous sommes tous familiers avec 3 dimensions. Ce sont les directions dans lesquelles nous nous déplaçons, la manière dont nous étiquetons les positions des objets. Il y a une dimension de haut en bas et 2 pour se déplacer horizontalement. Nous pouvons considérer les dimensions comme le nombre d'étiquettes que vous devez donner pour dire où se trouve un objet, de la même manière que les coordonnées sur une feuille de papier bidimensionnelle vous permettent de localiser n'importe quelle pointe individuelle sur ce papier. Mais qu'en est-il des 4 dimensions spatiales, ou 5, ou 9? Qui peut vraiment visualiser ce que signifient 9 dimensions spatiales? Où pouvons-nous aller dans notre esprit au-delà du haut et du bas et du nord, /sud /est /ouest? Il est difficile même de concevoir ce que signifieraient des dimensions spatiales supplémentaires. Il n'y a aucun moyen de rendre cela parfaitement intuitif, mais nous pouvons en partie rencontrer notre intuition. Une façon d'avoir un sens de cela est d'imaginer un insecte marchant sur une vigne à la fois longue et mince. Une fourmi ou tout autre insecte peut marcher le long de la vigne, soit en avant, soit en arrière. La surface de la vigne a certainement 2 dimensions. En zoomant avec un puissant microscope,
nous verrions que la surface est composée de nombreuses cellules, s'étendant dans toutes les directions. Mais l'insecte, bien qu'il soit petit, est encore trop grand pour traiter la vigne comme ayant plus d'une seule dimension linéaire. En vérité, la surface de la vigne a 2 dimensions. Mais pour un insecte assez grand, il n'y a effectivement qu'une seule dimension. Comme pour la fourmi, peut-être en est-il de même pour nous. Si les dimensions supplémentaires sont suffisamment petites, nous, et toute notre technologie, sommes simplement trop grands et trop maladroits pour les résoudre. Les cordes fondamentales de la théorie des cordes seraient suffisamment petites pour les utiliser, mais sans outils pour résoudre la structure à des distances suffisamment petites, nous ne pouvons pas sentir qu'elles sont présentes. Imaginez essayer de construire un modèle Lego complexe ou de tricoter de la dentelle filigrane fine, mais en portant des gants de boxe. Impossible. Sans outils pour sonder de telles distances plus petites, toute structure à CS distance est simplement inaccessible. Mais pourrait-il encore y avoir des phénomènes, comme la chaise sous nous, où les dimensions supplémentaires pourraient manifester leurs effets, même si nous ne pouvons pas discerner leur structure complète? Oui, les particules. Les physiciens qui ne peuvent pas résoudre la structure complète des dimensions supplémentaires ne sont sensibles qu'aux caractéristiques grossières. Il ne s'agit pas de l'absence d'information, mais l'information est limitée. Un peu comme essayer de décrire sa vie quotidienne avec un vocabulaire limité à 100 mots. Nous pourrions dire quelque chose, mais imaginez tout ce qui serait laissé de côté. À des énergies bien inférieures à celles capables de résoudre directement la structure intrinsèque des dimensions supplémentaires, les mathématiques de la relativité générale nous disent que le résidu survivant de la dimension supplémentaire serait des particules. Si nous floutons la capacité de percevoir des dimensions supplémentaires, alors avant d'atteindre rien du tout, la dernière chose qui resterait serait des particules. C'est une déclaration des mathématiques, et il en résulte également des mathématiques que le nombre, le type et l'interaction de ces particules reflèteraient la géométrie et la topologie des dimensions supplémentaires. Bien qu'il puisse toujours y avoir des exceptions, il est généralement vrai que plus la topologie des dimensions supplémentaires est complexe, plus le nombre de ces particules survivantes sera élevé. Ces particules seraient les excitations quantiques minimales de la géométrie extradimensionnelle. Dans les théories des dimensions supplémentaires, elles sont aux dimensions supplémentaires ce que le photon est à la lumière et à l'électromagnétisme, le paquet quantique minimal, l'excitation quantique qui reste. Ces particules seraient des vestiges d'une théorie de la gravité en dimension supérieure, lorsqu'elles sont observées d'une dimension inférieure. Et ainsi, cela nous laisse avec des questions. Quelles sont ces particules vestiges? Pouvons-nous les observer, si elles existent, et sont des caractéristiques génériques des théories avec des dimensions supplémentaires? Ne devrions-nous pas être en mesure de les détecter? Pour commencer, concentrons notre discussion sur les types les plus intéressants et les plus génériques de ces particules, appelés un modulus. Les particules de modulus, au pluriel, des moduli, proviennent de la description de la taille et de la forme des dimensions supplémentaires, complètement piégées dans les dimensions supplémentaires. Pourquoi, alors, ne pouvons-nous pas simplement essayer d'observer des moduli en les fabriquant dans des collisionneurs de particules comme le Large Hadron Collider, LHC, du CERN? Pourquoi ne pas simplement écraser des particules ensemble avec suffisamment d'énergie pour créer des moduli et ainsi les découvrir? C'est après tout une approche bien établie pour créer et découvrir de nouvelles particules. Le problème avec cette approche réside dans l'origine des moduli à partir des modes extradimensionnels du graviton. Ces moduli se comportent comme la gravité, et la gravité est de loin, intrinsèquement la plus faible de toutes les forces. La gravité est une force incroyablement faible, qu'une simple pression du doigt peut vaincre l'attraction gravitationnelle de toute la Terre. Cela montre à quel point les interactions de la force gravitationnelle sont faibles par rapport à celles des effets électrostatiques utilisés par nos corps et nos muscles. La force gravitationnelle est donc beaucoup trop faible pour être explorée directement dans un collisionneur de particules. Les particules dont les interactions sont, au moins moralement, gravitationnelles ne pourraient jamais être produites, même par un LHC fonctionnant à pleine intensité depuis l'époque de Stonehenge jusqu'à nos jours. Leurs interactions sont beaucoup plus faibles que celles des neutrinos, qui, comme on le sait, peuvent traverser toute la Terre sans interagir avec aucune matière sur leur passage. Alors, que pouvons-nous faire? Peut-être que des dimensions supplémentaires et des moduli existent, mais peut-être que nous ne pourrons jamais les observer. Si un collisionneur ne peut jamais créer de telles particules ou atteindre les énergies nécessaires pour résoudre des dimensions supplémentaires, resterait-elle toujours sous une forme d'ombre inaccessible que nous ne pourrions jamais détecter?
Mais il n'est pas encore temps de céder à nos pires craintes. Il est vrai qu'en interagissant si faiblement, les moduli seraient très difficiles à créer en premier lieu. Cependant, cela a une contrepartie positive. Une fois qu'ils ont été créés, les moduli vivraient également longtemps. Plus les interactions sont faibles, plus il est difficile pour une particule de se désintégrer. Les particules qui interagissent par la force forte sont facilement créées, mais elles se désintègrent généralement en moins d'un milliardième de seconde, alors que les particules équivalentes, dont les seules interactions étaient de force gravitationnelle, pourraient avoir une durée de vie mesurée en années. Mais pour les créer, nous aurions besoin de conditions extrêmes. Et les conditions les plus extrêmes de l'histoire de l'univers ont eu lieu dans ses premiers instants. Chasser les preuves au commencement des temps. Au début, on pense, bien que ce ne soit pas certain, que l'univers a traversé une période d'inflation cosmologique. Sa taille a augmenté rapidement et de manière exponentielle en une période extrêmement courte. Il est difficile de surestimer la rapidité de cette croissance. En effet, dans l'époque inflationniste seule, on pense que l'univers a doublé sa taille environ 80 fois. En une période de temps plus courte qu'il ne faudrait à la lumière pour traverser d'une extrémité à l'autre d'un noyau atomique, une longueur correspondant à la taille de ce noyau atomique aurait grandi pour atteindre une taille bien plus grande que celle de la Terre. À la fin de l'époque inflationniste, les énergies énormes présentes dans l'univers ont été transférées de l'énergie de l'inflation vers les particules, à la fois en les fabriquant et en les inondant d'énergie. À la fin immédiate de l'inflation, le résultat est une soupe extrêmement énergétique avec potentiellement de nombreux types différents de particules. Et ces énergies présentes pendant l'inflation sont associées à l'espace et à la géométrie elle-même. Dans la théorie de la relativité d'Einstein, la géométrie et la gravité sont presque une seule et même chose. Et les moduli sont les excitations de particules de la géométrie, ou du moins de la géométrie des dimensions supplémentaires. Si les moduli existent, alors il serait naturel que, lorsque l'inflation se termine et que l'énergie inflationniste est transférée aux particules, au moins une partie de cette énergie inflationniste soit transférée aux moduli. Ceux-ci participent à la manne post-inflationniste. Ils sont fabriqués, ils existent, et ils formeraient une partie du tourbillon de particules dans lequel l'énergie de l'univers est déposée juste à la fin de l'époque inflationniste. Et c'est ici que la longue durée de vie des moduli importe. Les moduli vivraient beaucoup plus longtemps que les autres particules. Et si ce scénario est vrai, il finirait par dominer la densité d'énergie de l'univers. Finalement, pendant un moment, presque toute l'énergie de l'univers serait sous forme de moduli. Vous pouvez penser à cela un peu comme à un marteau frappant une grande cloche. Lorsqu'elle est frappée pour la première fois, la cloche résonne avec le son riche et profond qui provient des nombreuses harmoniques et des harmoniques supérieures présents dans la cloche, résonnant à la fois. Mais avec le temps, les harmoniques supérieures se désintègrent et ne peuvent plus être entendues. Plusieurs secondes après le coup initial, les notes qui restent sont les harmoniques les plus durables. De même, dans l'univers primitif, les particules qui vivent le plus longtemps sont celles qui restent lorsque tout le reste s'est désintégré. Les estimations prédisent qu'une yoctoseconde après le Big Bang, la plupart des particules se seraient désintégrées, mais les moduli dureraient presque une microseconde complète, une éternité relative. En soi, cela peut ne pas sembler si significatif. L'énergie est conservée. Lorsque les particules se désintègrent, leur masse énergie ne disparaît pas, mais est plutôt convertie en d'autres formes d'énergie, en particulier en particules relativistes telles que les photons, la version quantique de la lumière. Cependant, à mesure que notre nouvel univers s'étend, l'énergie sous forme d'ondes relativistes, comme les photons, se dissipe rapidement. La raison en est quelque chose appelé l'effet Doppler. Cet effet se réfère à la façon dont la tonalité ou la fréquence des ondes change en fonction de si la source de l'onde se rapproche de nous ou s'éloigne de nous. C'est familier des sirènes d'ambulance. Bien que la sirène elle-même fonctionne à la même note intrinsèque, lorsque l'ambulance se dirige vers nous, nous entendons la note à une tonalité plus élevée. Et lorsque l'ambulance s'éloigne de nous, nous entendons la note à une tonalité plus basse. Comment cela se rapporte-t-il à un univers en expansion ? Pour un observateur situé à un certain point dans un univers en expansion, l'expansion est comme si tout s'éloignait de lui. Une croissance continue de l'espace lui-même signifie que chaque autre point dans l'univers s'éloigne constamment. Dans ces circonstances, toutes les formes d'énergie ondulatoire relativistes ressentent l'effet Doppler. À mesure que l'univers est étiré, les longueurs d'onde sont étirées, et donc les fréquences. L'inverse de la longueur d'onde diminue toutes. Pour les ondes lumineuses, c'est-à-dire les photons,
L'énergie du photon est directement proportionnelle à la fréquence. À mesure que l'univers s'étend, la fréquence diminue et l'énergie diminue. Mais pour les moduli, cela ne serait pas vrai. Les moduli seraient lourds et leur énergie est associée à leur masse et non à leur mouvement. La masse énergie d'un modulus est concentrée dans la particule elle-même plutôt que dans son mouvement. Ces particules lourdes ne sont pas relativistes et restent simplement là où elles sont jusqu'à ce qu'elles se désintègrent. Pendant que l'univers s'étend, elles restent là où elles sont, conservant toute leur masse énergie jusqu'au moment où elles se désintègrent finalement. Pendant ce temps, toutes les autres particules, dont la masse énergie est associée à leur mouvement sous forme d'ondes de particules relativistes, ont toute cette énergie dissipée à cause de l'effet Doppler. Et donc, si les moduli existent, il est probable que l'univers ait traversé une phase relativement longue juste après l'inflation, où son énergie était principalement sous forme de masse de particules de moduli. Pendant presque une microseconde, au tout début de l'univers, les moduli ont eu leur moment. Ils étaient partout, et ils dominaient presque toute l'énergie de l'univers sous forme d'excitation quantique de dimensions supplémentaires. Si cela était vrai, une telle époque changerait la détection des moduli, l'empreinte extrêmement faiblement interactive des dimensions supplémentaires, des royaumes extérieurs de l'impossible, à un problème de physique difficile, mais conventionnel. Alors, comment? Comment pourrions-nous détecter des preuves de cette microseconde de domination des moduli? La réponse pourrait résider dans leur désintégration finale. Même si leurs interactions de force gravitationnelle leur confèrent des durées de vie plus longues que les autres particules, les moduli finissent par se désintégrer et leur masse-énergie se dissipe en particules relativistes du modèle standard, le Big Bang chaud de l'univers primitif, et aussi, potentiellement, des particules non standards. La gravité est universelle et aime tout. Un exemple de telles particules non standards, que l'on croit exister mais qui ne sont pas encore prouvées, sont les actions. Si une particule modulus devait se désintégrer en 2 actions, chacun recevrait la moitié de la masse-énergie du modulus et ensuite voyagerait dans l'espace à une vitesse proche de celle de la lumière. Les actions sont légers, pratiquement sans masse, et interagissent également très faiblement. Bien qu'ils ne soient pas prédits pour interagir aussi faiblement que les moduli, leurs interactions sont suffisamment faibles pour que tous les actions produites de cette manière dans l'univers primitif se déplacent librement de cette époque jusqu'à maintenant. Les désintégrations de moduli pourraient donc avoir produit un fond cosmique permanent d'actions relativistes traversant l'univers. Cela serait difficile à détecter. Un bain de particules universellement présent mais faiblement interactif, analogue au fond cosmique de neutrinos, dont on estime qu'il y en a plus de 300 ou plus dans chaque centimètre cube. Et pourtant, les scientifiques du monde entier luttent pour en détecter 1 ou 2 chaque année dans plusieurs expériences. Mais ce ne serait pas impossible. Dans de grands champs magnétiques, les actions ont une petite chance, mais une chance de se transformer en photons. Un tel fond cosmique universel d'action, provenant de la physique des moduli, les excitations quantiques des dimensions supplémentaires, pourrait alors, en principe, être détecté en transformant les actions en photons dans des champs magnétiques. Des observations attentives avec de meilleurs et plus grands télescopes, regardant ce qui semble être rien à travers des champs magnétiques, pourraient à l'avenir éventuellement fournir des preuves que l'univers primitif était autrefois rempli de moduli, les excitations quantiques des dimensions supplémentaires. Peut-être, à l'avenir, les réponses peuvent ne pas être hors de portée pour toujours. Et ainsi, tout comme la théorie de la gravité d'Einstein n'a guère plus de 100 ans, la perspective qu'elle ait réellement son origine dans plus de 4 dimensions est presque exactement centenaire. L'idée reste séduisante, mais encore théorique. Peut-être que les dimensions supplémentaires existent vraiment et que la seule raison pour laquelle nous ne sommes pas capables de les percevoir est que nous sommes trop grands et maladroits pour apprécier qu'elles sont là, essayant en vain de compter des grains de sable en portant des gants de boxe. Si elles existaient, elles seraient partout, présentes à chaque point dans l'espace et le temps, de magnifiques géométries miniatures emballées, attendant le bon microscope pour discerner leur beauté et leur physique. Peut-être, un jour, d'une manière ou d'une autre, nous saurons avec certitude si elles sont là, et si l'espace lui-même est bien plus grand, plus riche et plus étrange que nous ne l'avons jamais rêvé. Arrivé ici, n'as-tu pas encore vu cet autre documentaire sur l'espace? Moi, je ne le manquerai pas.